Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement dans notre roulotte. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est de retour au Québec. Puis là, on doit vous dire qu'on commençait à se tourner les pouces. On a une chaîne YouTube et une page Facebook à thématique de voyage et de camping. Mais là, on n'a plus le droit de faire ça. Mhm. Fait que là, on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait bien vous présenter comme type de contenu qui pourrait être intéressant. Puis là, on a eu un flash cette semaine qui serait de vous faire découvrir d'autres créateurs de contenu dans le domaine du voyage, puis de vous inspirer à aller les suivre, puis à regarder leur contenu vidéo. De un, ça va vous divertir, puis ça va nous permettre de vous faire découvrir ces personnages qui sont derrière ce contenu-là qu'on retrouve sur le web dans le domaine du voyage. Et aujourd'hui, notre première invitée, c'est Flora Conti de la chaîne Ma vie en van. Vous entendez pas ça, vous? C'est pas le fun. C'est la petite musique de Skype. Hey, salut Florent, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Donc là, on peut voir que tu es en direct de ton nouveau campeur porté, si je me trompe pas. Yes, c'est ça. J'ai switché, pour ceux qui suivent par le passé, j'avais un road trek. J'avais une vieille van camper, puis là j'ai switché pour une boîte campeur une boîte de pick-up. Et le but c'était après l'hiver qui vient de s'écouler, c'était d'aller explorer ce que j'avais déjà exploré, mais un peu plus dans des endroits reculés. Mais finalement, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, on peut plus bouger. Les gens nous disent de plus Ouais, voyager. pour l'instant, tout est sur pause un petit peu pour le moment. Parce que je pense c'est le même problème pour tous les nomades, autant pour nous que pour toi. Pour ceux qui sont pas au courant, Florent, c'est la première fois qu'on se parle. On s'est jamais vu en vrai encore pour l'instant. On avait déjà planifié de peut-être éventuellement se croiser à quelque part, mais là pour l'instant, on va devoir faire ça à distance. Florent, moi j'avais une question pour débuter. Je voulais savoir, la vie en van pour toi, ça a commencé comment? Qu'est-ce qui t'a inspiré à prendre la route, à devenir nomade? Puis ça fait combien de temps que tu voyages? Ben moi c'était en 2015 en fait. J'avais j'étais à Montréal, j'avais déménagé à Toronto pour mon travail. Et c'est un peu le parcours classique du van lifer de 2.0 d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as une job et t'aimes pas ça et tout d'un coup tu réalises que tu veux faire d'autres choses. Et c'était un moment où la vie en van, la van life, ça commençait à décoller en fait. Et moi étant déjà dans la vidéo, dans le journalisme et tout ça, je me disais mais ce serait le fun de documenter ça. Et dans le fond, c'est venu un peu à la fois d'un besoin, d'une nécessité, parce que je pouvais plus payer mon loyer à Toronto tout en travaillant, tout en ne travaillant plus en fait, et à la fois de vouloir voyager, de vouloir voir du monde. Et dans le fond, vous, c'est peut-être la même chose, mais quand on part dans cette aventure-là, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Et au fur et à mesure des choses qui se passent au cours de ce changement de vie, eh bien, on découvre des nouvelles choses sur soi, sur ce qu'on veut et tout ça. Et dans le fond, c'est un peu ce qui est arrivé pour moi. Donc, ça fait presque 5 ans que je suis en van. Et en fait, je ne pouvais pas imaginer où ça m'amènerait. Mais j'ai oublié quelle était ta question. Ben, je pense que tu y as répondu pas mal à travers ta petite envolée sur le sujet. On voulait juste savoir, dans le fond, ça fait combien de temps que tu étais sur la route, puis qu'est-ce qui t'avait inspiré un petit peu. Est-ce qu'il y a principalement un YouTuber ou un Instagrammeur ou quelqu'un qui a été comme la clé dans ta décision de prendre la route puis de partir voyager? Alors moi c'est drôle parce que sur YouTube, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu un following, en français il y avait vraiment personne. Et donc on était, je pense vous aussi peut-être, je sais pas ça fait combien de temps, parmi les premiers, mais moi il y a deux chaînes que c'est ça qui m'ont un peu donné la puce à l'oreille comme on dit. C'était un qui s'appelait A Guy, A Girl in a Camper Van. Eux ils avaient un road trek, c'était un couple, et ils étaient partis en lune de miel avec leur road trek, leur camper. Et finalement, ça a donné qu'ils sont devenus full-timers, tout en travaillant, mais vraiment en vivant vraiment très peu, avec très peu, pour pouvoir économiser pour acheter leur maison du futur parce qu'ils pensaient qu'ils voulaient une maison. Et finalement, ça a donné qu'ils ont fait 3 ans de van life et de vrai de winter van life aussi, de l'hiver. Ils l'ont passé, je pense qu'ils étaient d'Ottawa. Et donc ça, c'était une des chaînes que j'écoutais. Eux, aujourd'hui, ils sont un peu comme moi je fais aussi. Ils ont une ferme, en fait. Et ils vivent proche de la terre et tout ça. Et donc c'est un peu le parcours, on dirait, un peu traditionnel de ce qui arrive parmi les gens qui vivent en van. Et l'autre chaîne, vous connaissez sûrement, c'est Exploring Alternative. Ouais. Eux autres, ils avaient commencé un an avant
que moi je commence et ça m'avait pas mal touché en fait parce qu'ils faisaient beaucoup de vidéos sur d'autres gens qui vivent différemment. Oui, tout à fait, sur des modes de vie alternatifs, pas juste la van life, mais les mini-maisons, tout ce qui était hors norme, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est eux que j'écoutais. Puis dans le fond, mon projet, c'était de faire exactement la même chose. Quand j'ai vu qu'ils faisaient exactement ce que moi, j'allais faire en français, j'étais comme, oh, c'est assez drôle. Mais ouais, donc c'est à peu près les deux qui m'ont convaincu. Ben, ça ressemble beaucoup à toi, je te dirais, c'est juste pas les mêmes chaînes, mais c'est exactement la même chose aussi. On a été inspiré. Moi, j'avais fait. On avait déjà acheté notre roulotte, nous, avant de penser à être full-timer. Fait qu'on l'utilisait pour les week-ends, les petites vacances comme ça de temps en temps. Mais jusqu'à temps que je tombe sur une chaîne qui s'appelle Gone with the Winds. Je sais pas si Ouais, tu les as déjà ouais. vus. Donc, eux autres, un peu moins modestes, là, avec un gros motorisé, puis le gros kit. Puis c'est eux là, qui nous ont donné la piqûre de se dire, hey, on pourrait partir pour plus longtemps, puis changer un petit peu notre mode de vie pour être capable de voyager à long terme, parce que c'était un peu ça qui était notre blocage. Nous, on avait l'équipement pour le faire, mais on n'avait pas le temps et les ressources de partir longtemps. Fait que c'était juste de modifier notre style de vie pour y arriver. Eux, c'était super professionnel, hein, ce qu'ils faisaient. Je sais pas, je pense qu'ils ont eu un voilier après, il me semble. Ouais, maintenant ils sont en catamaran là, depuis, je pense, 2 ans là, à peu près. Au moment où nous on a débuté, eux ont switché pour un catamaran. Mais je penserais pas qu'on les imite avec le catamaran. On n'a pas trop le pied marin, puis moi j'ai mal des transports, fait que je Non, pense puis pas que ça serait fait pour nous. ce que tout le monde te dit. Je sais qu'il y avait aussi il y a un autre gars que je suivais avant qui avait une van et qui était en couple. Je crois que c'est Simon. Je sais plus Je exactement le ce qu'il connais fait pas, lui. aujourd'hui. Puis lui, il a switché d'une van à un voilier. Puis dans le fond, dans le milieu de van life, souvent c'est très similaire. C'est la vie en van, la vie en voilier. Mais la plupart des gens qui ont eu un voilier ou quoi après, parce que ça fait un peu, ça vend beaucoup de rêves, de la vie en voilier. Ah Souvent, oui. même s'il y a beaucoup d'aspects positifs, souvent les gens ils disent t'es heureux deux fois quand tu l'achètes et quand tu le vends. Je l'avais déjà entendu celle-là. Mais ouais, le choix du véhicule, pourquoi tu as débuté avec une van et pourquoi le switch vers le campeur porté? Moi j'ai ma petite idée déjà, mais juste pour le bénéfice de tout le monde qui a peut-être pas suivi tes aventures. Au début, la van c'était un peu n'importe quoi où tu peux vivre. Cuisiner, parce que pour moi, cuisiner c'est super important, puis c'est aussi comme ça que tu sauves de l'argent, pour faire ta propre cuisine, et avoir un lit dans le fond. Donc c'était n'importe quelle van, puis comme je te disais, une des influences c'était ce couple-là qui avait un road trek. Et quand j'ai vu que c'était déjà tout aménagé, moi j'avais pas encore vraiment l'âme bricoleuse comme aujourd'hui je l'ai peut-être un peu plus, grâce à la van life. Oui, on le développe sur la route. Et c'est incroyable, t'as pas le choix. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment cool. C'est un peu isolé. C'est des véhicules, ces Dodge là, ils sont pas tuables comme on dit. C'est vraiment moi, je m'ennuie de mon ancien, de mon Dodge d'avant parce que le moteur de ces vannes là des années 90, c'est incroyable. Et dans le fond, c'est ça que j'ai eu pendant 3-4 ans. Dans mes premières années. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce premier véhicule-là aussi, parce que pour sa durabilité, sa facilité et aussi son coût, le coût d'une van des années 90 qui roule encore super bien et qui était tout aménagé, c'était très minime. Et aujourd'hui, c'est un peu monté, c'est devenu un véhicule un peu vintage, ces affaires-là. Ouais. Mais après, le switch au camper, entre-temps, j'ai eu une Dodge Caravan, parce que je voulais faire l'expérience d'avoir le vrai Dodge Falia, comme beaucoup de gens l'appellent. Donc, entre-temps, dans mon switch, quand j'ai vendu mon autre van, j'ai pris cette petite Dodge Caravan, mais Grand Caravan, c'était vraiment je voulais faire cette expérience-là, mais pour moi, c'est quand même important, peut-être comme vous autres aussi, d'avoir un espace où tu peux chiller à l'intérieur. J'aime beaucoup cuisiner, comme je disais, donc je regardais pour les boîtes campeurs parce que, chaque fois quand j'étais en van, je voyais une boîte campeur, j'étais comme, oh my god, ça a l'air tellement cool, puis il y a tellement il y a un lit queen à l'intérieur, et tout ça. Et aussi, moi, en parallèle de la vie en van, je fais beaucoup de woofing, donc du travail dans des fermes, puis ça m'a donné de nouvelles aspirations pour ma vie. Et je me disais, si un jour je trouve une terre, d'avoir où je pourrais cultiver des trucs, vivre en autonomie, enfin, peu importe la façon, mais je me disais, si ce système-là, c'est assez cool parce que tu as une boîte campeur, tu as un camion et tu as une boîte campeur, donc c'est deux
trucs désolidarisés qui peuvent être mis ensemble, mais si tu as besoin juste du camion pour transporter du bois, pour transporter des trucs, tu peux mettre ta boîte campeur hors de la boîte et avoir ton véhicule comme un véhicule normal. Donc c'est un peu ça. Après, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube, mais ça va venir. C'est les avantages, les inconvénients de ce système-là. Il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup d'avantages. Mais c'est pour ça que j'ai un peu fait le switch. Et aussi parce que d'avoir un 4x4, c'est quand même assez cool pour pouvoir accéder à des endroits plus difficiles. Où, tu vois, j'ai passé l'hiver... je l'ai passé en Alberta, pas dans le campeur, mais parce qu'il faisait moins 40, mais dans une maison qu'on gardait. Et dans le fond, d'avoir le 4x4, j'aurais été pogné tellement de fois, je me suis genre embourbé partout. Là, c'était comme, avec le 4x4, tu mets juste la Switch, puis là, c'est parti. C'est parti. Ah oui, je comprenais tout à fait le choix derrière ton Switch. Puis je trouve les boîtes campeurs, c'est peut-être le VR le moins connu, mais qui gagne à être connu, je trouve, parce que c'est très polyvalent, ça donne accès presque à tout, c'est confortable. Je trouve que c'est un bon compromis qu'on peut faire entre les deux, entre la vanne et entre la roulotte ou la caravane que tu tires à l'arrière. Fait que je trouve que c'était un bon choix. Si tu avais de l'argent à l'infini, quel serait ton véhicule de rêve? Soit un bateau, un avion, ça serait quoi? Ou un autre type de VR, ou peu importe. Ouais, je pense que ce serait une... je me souviens plus du nom qui fait ça, mais c'est les vannes électriques que Amazon a commandé à je sais plus quelle compagnie. Donc c'est comme un Sprinter, mais tout électrique. Je pense qu'ils sont en collaboration avec Rivian, me semble, qui ont fait un projet. Ouais. C'est ça. Et je pense que ça, et c'est pas, ils sont pas si, tu sais, ça demande pas beaucoup d'argent non plus parce que c'est abordable entre guillemets, pas pour quelqu'un qui vit sur la route, mais pour le commun des mortels peut-être ça l'est plus, mais je pense que ça ce serait un des véhicules parce que c'est un véhicule électrique qui a une grosse autonomie et dans le fond il y a une grosse boîte que tu peux aménager à tes souhaits. Et donc ça, ce serait assez cool dans le fond. Mais pour revenir sur ta question, c'est une bonne question. Oh, j'ai bougé la caméra. C'est une bonne question, cette question-là, parce que je me suis souvent posé la question. Oh my god, si j'avais ça, je prendrais ça. Si j'avais ça, si tu t'avais plus, tu voudrais toujours plus. Mais je sais pas vous autres, mais j'ai l'impression que d'avoir vécu en van ou d'avoir vécu de façon nomade, ça m'a appris à me satisfaire de ce que j'ai. Parce que je suis super satisfait toujours de ce que j'ai parce que tu réalises que tu pourrais toujours avoir quelque chose d'autre, mais c'est ce que tu en fais au moment présent et comment ça te sert c'est ça qui est important. Donc tout à fait. Donc c'est ça, souvent, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est plus que j'ai ce désir d'avoir vraiment, d'acquérir une terre quelque part pour avoir un projet de vie en parallèle de la vie nomade, de vie plus proche de la terre. Et ça, c'est plus ça, c'est oh my god, si j'avais $1 million pour acheter genre 100 acres, c'est plus ça. Mais pour les vannes, tout est tellement abordable que je trouve ça vraiment cool en fait. Oui, puis souvent, chaque véhicule a sa propre aventure. Des fois, tu te dis, si j'avais, là, exemple, là, tu es rendu avec la boîte campeur, donc là, maintenant, ça t'ouvre un monde de possibilités de toutes les destinations en 4x4 hors des sentiers battus. Si tu avais un véhicule, un catamaran, exemple, ben là, ça t'ouvre toutes les petites îles qui sont inaccessibles par véhicule motorisé, du moins. Fait que je pense que c'est ça qui est la clé, dans le fond, c'est de chaque véhicule a sa propre aventure. Prochaine question. Qu'est-ce que tu as modifié dans ta vie pour être capable de voyager autant et quels sacrifices as-tu eu à faire? Oh, question profonde. Je vais essayer de ne pas faire 20 minutes là-dessus. Ce serait... les sacrifices, c'était surtout des choses que moi qui me plaisaient et que pour d'autres personnes, ça peut paraître un peu... comme un danger, c'est d'être seul. Tu vas te retrouver si t'es seul, si t'es pas en couple, hein, mais quand j'ai commencé, j'étais vraiment seul et moi c'est ça que je recherchais, mais pour beaucoup de personnes, ce serait un sacrifice en fait, parce que tout d'un coup, si tu veux avoir ce mode de vie-là, ben, tu vas être déjà moins loin des villes ou là où tes amis sont, si tu as des groupes d'amis. Donc ça va un peu te sortir du moule social ou de la petite activité de tous tes groupes d'amis. Moi, c'est ça qui est un peu arrivé dans le fond, mais moi, je voyais pas ça comme une perte parce que je sais que les amis sont toujours là puis que quand je retourne, je revois tout le monde. Mais c'était un peu en marge, c'est certain, parce que t'as pas la même réalité.
que la plupart des gens. Donc, tes horaires, ça change. Donc, tu es libre. En fait, cette liberté, elle amène des nouvelles contraintes. Fait que c'était plus de côté social, les sacrifices à tes yeux. Ouais, en fait, j'essaie de me mettre dans la... Parce que moi, comme je te dis, ça me dérange pas tant, mais je sais que pour beaucoup, ce serait un peu comme une des peurs, tu vois. Et le côté... le sacrifice, c'était aussi peut-être d'un point de vue... la première partie de ta question, c'était sur qu'est-ce que j'ai fait pour être capable d'arriver à cette vie-là. Ben, c'était d'économiser, certes, pour arriver à vivre pendant un certain temps en ayant un coussin, tu vois, de sécurité. Parce que moi, quand je suis parti, je m'étais dit, je vais travailler sur la route. Mais c'est plus difficile que ça. Être travailleur autonome, c'est Ah un oui. vrai stress. Et je suis vraiment pas. Au début, j'étais vraiment pas fait pour ça. Aujourd'hui, je commence un peu doucement à me mettre à comprendre comment ça fonctionne après 5 ans. Mais au début, c'était vraiment ça. C'était de pouvoir mettre en place un système où je suis financièrement en sécurité. C'est-à-dire, j'ai toujours un mini coussin, genre de truc. Comme ma base de mon zéro, moi, c'est un certain nombre. Tu vois, genre, ça peut être 1000, 2000, 3000, ça dépend des personnes. Mais c'est ça. Donc, peut-être que j'étais un peu pas poche, mais j'étais un peu comme. Je veux pas sortir quand les gens me disaient de sortir, ou parce que j'essayais justement d'accumuler un certain montant pour pouvoir être prêt à partir, parce que je voyais ça comme plus important que de sortir, aller prendre une bière, aller sortir au resto et tout ça. Donc c'était peut-être un des sacrifices qu'il a fallu faire. On est encore dans le deep, là, on va profond dans l'émotion. Oh non, pourquoi tu me prends? Pourquoi tu m'amènes là? Tu veux pas? De notre côté, le voyage a eu une grande incidence sur notre façon de voir la vie. Ça nous a ouvert l'esprit en voyage, on s'est ouvert aux rencontres comme on ne l'a jamais fait auparavant. Pour toi, qu'est-ce que la vie en van t'a fait réaliser? Moi, la vie en van, ça m'a amené dehors. Parce que quand j'étais jeune, j'ai grandi à la campagne, j'étais toujours dehors. Et après, à l'université, et jusqu'à peut-être, ça fait 5 ans, donc 25 ans, j'ai bientôt 30 ans. Ça fait mal de dire ça. Jusqu'à, en fait, l'université, j'ai commencé à devenir un urbain et être vraiment confortable en ville. Et j'étais vraiment un vrai citadin. Et la vie en van, ça m'a forcé, sans m'en rendre compte, à aller dehors, à aller en forêt, à redécouvrir les petites choses qui nous émerveillent. Et en parallèle de ça, comme tu le disais, les rencontres aussi, d'être ouvert à toutes les gens qui sont autour de toi. Pas être, tu vois, quand je retourne en ville, de marcher sur un trottoir et de pas dire bonjour aux gens, ça me fait mal au cœur, tu sais, parce que c'était comme... Ah, mais je sais qu'il y a tellement de gens, mettons à Montréal, on pourrait pas dire bonjour à tout le monde, mais c'est toujours un peu, tu sais, je sais pas, ça me fait quelque chose. Donc ça m'a vraiment amené proche de la terre, en fait. C'est vrai que c'est vraiment un truc en voyage, on dirait qu'on dit toujours salut à tout le monde, que ce soit dans les parcs nationaux, dans les state parks, en randonnée, quand on croise les gens, mais quand on revient chez nous, on se dit plus salut à personne. C'est Ouais, bizarre. c'est ça, c'est paradoxal, hein. Pour finir, c'est ça qui est arrivé, c'est que ça m'a amené dehors. Et aussi une façon de vivre nomade pour ne pas trop dépenser d'argent et tout ça, c'est de ce que j'ai fait beaucoup, c'était du woofing, c'est du volontariat dans des fermes. Et ça m'a encore plus montré ce que moi dans la vie à quoi j'aspirais, c'était d'être en relation avec les produits de la terre, avec ce que je mange et toute cette importance-là en fait des choses qui sont prises pour acquis par la plupart, mais qui sont, je veux dire, faire pousser des choses pour les consommer ensuite. Et tout ce sujet-là qui est super important pour moi aujourd'hui, c'est grâce à la vie en van qu'aujourd'hui j'ai toute cette volonté-là de vivre simplement, mais aussi d'être en accord avec ce que je consomme et tout ça. Pour ceux qui ne suivent pas encore Florent sur YouTube, ça fait quasiment 4 ans, je pense, que tu as démarré ta chaîne. D'où vient ce désir de vouloir partager ton mode de vie? Puis c'était quoi l'objectif derrière la création de ta chaîne Ma vie en van? Moi, ce que je voulais faire quand j'ai parti la chaîne, c'était un peu documenter ce que je faisais. Parce que j'ai toujours documenté ce que je faisais, puis pour moi, je voyais pas ça comme... Je voyais ce que YouTube était, la possibilité aussi d'avoir un bel exposure et de pouvoir peut-être faire des partenariats ou quoi avec des choses auxquelles tu crois et tout.
Mais au début, c'était vraiment, je pensais pas qu'il y aurait tant de monde qui serait au rendez-vous dans le fond parce que j'ai créé d'autres chaînes, il n'y a jamais eu personne, tu vois, il y a eu plus une conjonction de... Parce qu'il faut faire ce que t'aimes, tu sais. Parfois sur YouTube, il y a des gens qui arrivent un peu trop tard et qui essaient de faire ce qui fonctionne, mais je crois que quand tu fais ce que t'aimes, ça fonctionne dans le fond parce que ben t'es authentique et tu sais, je veux dire, tu vois la joie dans les gens, dans vous, quand vous faites vos vidéos, puis quand on parle, on croit en ce qu'on fait, donc c'est pour ça aussi que ça marche. Mais au début, c'était vraiment juste pour documenter pour mes amis, ma famille et moi-même ce que je faisais et d'avoir une trace. J'aime beaucoup ça, de documenter les choses. J'ai toujours filmé tout ce que je faisais. Ben, dans le fond, c'était ça. C'était vraiment pour documenter. Et au final, il y a des gens qui sont venus. Au début, il y avait 100 personnes. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, j'ai fait la pub nulle part. Tu sais, quand je faisais des vidéos avant, quand j'avais une job et que je faisais plein de vidéos YouTube, je me les mettais partout sur Facebook et tout ça. Puis j'avais 100 vues, 150 vues. Puis c'était comme, wow! Puis là, j'étais limite pas confiant dans ce que je faisais et j'avais limite pas envie que ça se voit. Tu sais, j'avais un peu honte de surtout parler à la caméra. Au début, moi, j'avais toujours été derrière une caméra. Et donc... tout d'un coup, c'est venu et là, j'avais un peu pas honte, mais j'étais pas confiant dans ce que je faisais. Puis il y avait de plus en plus de monde, tu sais, genre 500 000, 5000. Et là, t'es comme, oh my god! et finalement, t'apprends sur le tas, tu sais, mais sur le terrain. Mais finalement, c'est ça qui est arrivé, qu'il y a eu toujours plus de gens et c'était parce que ce mode de vie-là était à la mode. Puis parfois, dans la vie, ben, tu fais quelque chose qui est à la mode et donc les gens, ils regardent ce que tu fais parce que... Au bon moment. Ouais, c'est ça. Exact, le timing des choses. Même, je suis allé revoir avant l'entrevue pour préparer mes sujets, puis je suis allé revoir tes premières vidéos, puis tu tombais, je pense, pile dans tous les sujets qui étaient à la mode à cette époque-là, qui était le minimalisme, d'avoir le moins, de posséder, je pense, 100 choses ou quelque chose comme ça, que tu avais fait une vidéo là-dessus. Après ça, la vie en van. C'est ça, ben parce que c'était que des choses qui étaient utiles pour la vie en van, en fait. fait. T'es tombé au bon moment. Puis ma prochaine question est en lien avec ça aussi parce que, tu sais, tantôt tu parlais de faire ce que t'aimes, puis je sais que tu fais souvent des trucs, même si ta chaîne est à propos de la vie en van, tu as souvent des projets personnels qui sont pas nécessairement reliés à 100%, genre la musique ou ton écriture ou des trucs comme ça. Puis je me demandais, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le processus de la création d'une vidéo? C'est-tu la musique, le montage, le tournage? Parce qu'on a remarqué que tu créais toi-même tes chansons, hein? Dans tes vidéos, tes trames sonores, souvent, ça vient de ta propre musique? J'aimerais le faire plus, mais j'essaie de le faire, ouais, j'essaie de le faire, mais chaque fois que j'enregistre, c'est comme, il fait froid, puis mes doigts, ils gèlent, fait que j'arrive pas à bien jouer, puis après, j'ai comme, ok, je la mets quand même, puis... mais j'aime ça, l'imperfection, en fait, il y a un côté charmant dans l'imperfection des vidéos, mais c'est vrai que, en fait, moi, pourquoi je fais toutes ces choses-là, c'est parce que je pense, pour répondre à ta question, ce que j'apprécie le plus, c'est tout, en fait. C'est vraiment avoir une petite idée et être maître de tout ça. Parce que peut-être, moi, dans mon parcours professionnel, j'ai souvent été dans des milieux, surtout dans le milieu des médias, qu'il y a toujours quelqu'un au milieu, un intermédiaire qui te dit quoi faire ou qui aime pas ce que tu fais ou quoi. Et là, tout à coup, on se retrouve que, ben, si tu penses que ça c'est bon ou que tu veux le faire, ben tu le fais et personne n'a rien à dire à part des commentaires. Non, mais on peut les ignorer si c'est pas ça qui donne une exact. valeur, tu sais. Et donc dans le fond c'est vraiment tout le processus que j'aime, mais parce qu'il y a des moments, je sais pas vous hein, comment vous fonctionnez, mais moi il y a des moments où le montage j'haïs ça quand j'ai trop de trucs que j'ai filmés. Mais il y a des moments où, quand ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'adore le montage parce que c'est comme, j'ai toujours, tu sais, c'est l'histoire que tu racontes parce que t'as pas nécessairement pensé à ça quand tu l'as filmé, mais avec le montage aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi. Donc c'est ça, c'est ambivalent, tu sais. Je pense qu'on a pas mal la même façon de voir les choses aussi. Ben, c'est Val qui s'occupe du montage de nos vidéos, mais à l'entendre, je pense que c'est exactement le même enjeu que toi. On vit la même chose. Mais c'est cool, vous autres, d'être intimes, tu sais, je trouve ça vraiment bien, tu sais, d'avoir votre... Parce que je me souviens, j'avais vu... ça fait longtemps que j'ai plus regardé de vidéos de personne, là, parce que j'ai mon Internet tellement pourri, mais je trouve ça vraiment le fun, le travail, tu sais, en équipe. Et en couple, tu sais, j'aurais tellement de questions là. Ah ben, on prendra le temps de le faire de ton côté après si tu veux.
Ma prochaine question, on sort complètement du domaine de YouTube et de la vidéo. On parle plus de camping parce que j'ai remarqué, c'est clair que la vie en van, ça amène à vivre un petit peu plus, faire un peu plus de boondocking que d'être dans des campings privés ou dans des endroits plus balisés. Selon toi, c'est une question vraiment bizarre un peu, mais quel est l'accessoire de camping qui est le plus utile pour toi pour faire du boondocking? Une chaise pliante. Surtout en van, parce que tu as moins d'endroits pour t'asseoir à l'intérieur. C'est ça. À l'extérieur, c'est bien pratique. Dès que t'es dehors, c'est ça qui est drôle. Non, c'est une joke, mais pour vrai, souvent, ça a été ça, c'est que t'es dehors, bon, tu peux t'asseoir à plein d'endroits, mais d'avoir une bonne petite chaise, tu sais, parce qu'à l'intérieur, c'est ça, comme tu dis, il y a plein d'endroits, mais dès que t'es dehors, c'est le fun d'avoir un endroit où chiller, puis avec un c'est drôle parce qu'on voit tes priorités là-dedans, parce que moi, dans ma tête, la première chose qui m'était venue, moi, je me disais, des panneaux solaires, ou un système pour être autonome, mais lui, il parle de la chaise. Ouais, c'est ça, c'est vrai, je prends trop pour acquis tous les trucs qui nous permettent d'avoir l'électricité. Ouais, un panneau solaire, c'est clair, c'est le must. Mais ouais. Mais c'est bon, je suis content que tu aies été dans une autre direction. Prochaine question. La vie nomade en van n'est pas toujours facile. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus gros désavantage dans ce mode de vie? C'est de peut-être parfois ne pas avoir un endroit où aller de nuit, mettons. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'endroits où on est bien, on peut rester 1-2 semaines, parfois plus. Mais ce qui, moi, vraiment est le plus... et ça n'a pas changé en 5 ans, c'est chaque fois trouver un spot quand t'es dernière minute quelque part et que spot après spot, tu peux pas, ou t'es pas sûr, etc. Je pense que c'est ça qui, moi, personnellement, je trouve le plus oppressant parfois. C'est quoi ton processus de réflexion quand tu cherches un endroit pour dormir? Est-ce que tu le planifies longtemps d'avance ou tu y vas vraiment au jour le jour? Puis est-ce que tu utilises que les applications ou tu y vas plus avec ton feeling puis ton gros bon sens? En général, ce que je fais, je vais pas cacher, j'utilise beaucoup les applications. Et surtout dans les milieux perdus, tu sais, où il y a pas beaucoup, c'est pas vraiment touristique, souvent les applications, ça va te donner un point d'accès à plus de spots, parce que ces points-là, c'est parfois des endroits en terre publique, en terre de la couronne, ou genre aux États-Unis en BLM et tout ça. Et ça donne un point précis, mais qu'après tu vas découvrir d'autres spots autour. Donc ça, j'utilise pas mal ça, avec bien sûr le satellite et tout, là. Les nombreuses apps aussi, il n'y a que le Québec qui n'a pas ça, les apps de terre publique. Tous les États, toutes les provinces, ils ont tout ça. Il n'y a qu'au Québec qui n'y a pas ça. Enfin, ça existe, mais c'est en PDF, puis c'est super mal fait. Et donc, j'utilise pas mal ça aussi. Mais le processus, après, ça dépend, tu sais, boondocking urbain ou plus en dehors. Donc, moi, ce qui est plus dérangeant, c'est vraiment quand tu es à un endroit et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits autour que tu as repéré et que tu vois des panneaux d'interdiction partout. Tu sais, stationnement après stationnement. Et là, tu es comme, je suis dans un endroit que je connais pas, je sais pas où aller, il est genre 9h du soir ou 8h du soir. Donc, ouais, mais le processus, c'est d'avoir toujours au moins 3 endroits, c'est-à-dire le plan C, c'est le Walmart. Le plan B, c'est comme un endroit pas très cool, mais où tu sais que tu as le droit. Puis le plan A, c'était là où tu rêves d'aller. Puis que s'il y a un problème, après tu fais ta liste. Et, ouais. Vous autres, avec la roulotte, je me demande, c'est quoi vous en avez peut-être déjà parlé souvent dans vos vidéos, là, mais c'est un peu pareil ou... On n'a jamais vraiment répondu précisément à cette question-là. Je pense que les gens peuvent juste le voir à travers les vidéos, mais ça se ressemble beaucoup. C'est juste qu'on va plus souvent, nous, le plan D va plus souvent être un camping traditionnel ou un camping d'un state park ou d'un national park. Fait que côté budget, ça peut coûter un petit peu plus cher pour cette dépense-là. Par contre, une fois qu'on est stationné, des fois, on va laisser la roulotte à un endroit, ça nous fait comme un camp de base, puis après ça, on peut aller explorer avec notre véhicule. Fait que ça a ses avantages et ses désavantages, mais c'est à peu près le même processus que pour toi. Là. On est rarement planifié très, très longtemps d'avance. On va avoir un plan A, plan B, plan C, puis sinon, ça va être dans un camping. Mais c'est clair qu'il y a des régions où on est un petit peu plus limité, là, comme exemple la Floride,
où c'est très difficile de faire du boondocking. Donc là, à ce moment-là, on essaie de trouver des solutions, comme exemple des passes de camping qui fait que ça revient un peu moins cher pour essayer de réduire les coûts. Là. Puis il y a beaucoup de state parks. Je sais que avant, j'étais vraiment zéro camping. Puis aux États, dans l'Ouest, il y a beaucoup de state parks où c'est genre vraiment pas cher. Et tu as accès à des trucs que si tu faisais du boondocking, tu n'aurais pas vraiment accès. Donc ça vaut pas mal la peine. Puis j'imagine, vous en roulotte, tu sais, je pense que vous avez encore moins le choix parce que tu peux pas vraiment laisser place à l'improvisation à certains moments parce que tu sais, t'es quand même long et puis tu as une roulotte. Donc finalement, ça te pousse peut-être plus à être sûr de ton endroit et à pas tu sais, le faire freestyle comme parfois on le fait quand on est en van. Ouais, ben en fait, ça dépend vraiment des destinations qu'on fait. Tu vois, comme en 2018, on avait fait l'Alaska, où Alaska, tu sais, c'est pas compliqué. Tu peux te ranger n'importe où. Les emplacements sont grands. Tu peux faire du boondocking partout. Même cet hiver au Mexique, on a fait une bonne partie de notre voyage au Mexique en faisant du boondocking un petit peu partout. Puis on n'a pas payé souvent du camping, sauf en se rendant dans les coins plus touristiques, là, les plus populaires. Mais sinon, c'est ça, ça dépend des destinations. Là, au Québec ou la Floride ou dans certains, proches de la Californie, on n'a pas bien le choix d'aller dans des campings puis de se trouver un endroit comme ça. Alright, je pense qu'on est rendu à notre dernière question. C'est quels sont tes plans à venir? Est-ce que le voyage aura toujours une aussi grande place dans ta vie? Quelle belle question pour finir. Ouais, moi je pense que, tu sais, une fois que tu commences cette vie-là, c'est dur de t'en départir parce que ça t'a amené tellement de choses que tu veux la garder pour la vie, dans le fond. Et tu vois qu'à tous les âges, toutes les générations, tout le monde le fait, donc il n'y a pas d'âge vraiment, que tu sois jeune ou vieux ou n'importe quel type de personne, c'est un truc qui rassemble tout le monde. Parce que peut-être ça nous allume la petite flamme, tu sais, de liberté en nous. Et les plans du futur, ben, comme je disais plus tôt, moi c'est vraiment en parallèle de la vie en van, la vie nomade, c'est de trouver un endroit, probablement au Québec, je sais pas encore exactement où, mais j'aimerais beaucoup ça, trouver un endroit pour un peu appliquer toutes les choses que j'ai apprises au fur et à mesure de mes années sur la route, aller de ferme en ferme, d'avoir un endroit où je pourrais peut-être faire pousser ma nourriture et être plus autonome et en phase avec, ce qui nous vient de la terre, ce qui est notre bouffe. Et donc ça, c'est un des plans qui est dans vraiment mes plans principaux des prochaines années, en fait. C'est vraiment ça. Puis en terminant, ben, je t'offre notre plateforme pour plugger tes trucs. Je sais que tu as un nouveau recueil qui vient de sortir. Ta chaîne, où on peut te suivre, c'est ton moment. Finalement! Ben, en fait, dans le fond, c'est cet hiver, j'ai publié 2 livres grâce à ma chaîne. Moi, ce que j'aime aussi, c'est écrire. Et sur YouTube, on peut pas vraiment faire ça. Et donc, j'ai publié 2 livres sur la vie en van. Et cet hiver, j'ai fait un festival d'écriture avec... Je sais qu'il y a tellement de gens qui vivent en van et qui n'ont pas nécessairement le même exposure que nous, on a. Et moi, j'aime vraiment ça parce que ça s'appelle Ma vie en van, ma plateforme. Mais pour moi, je vois ça comme c'est la vie en van un peu de tout le monde, en fait. Moi, je suis juste un des exemples, tu vois. C'est vraiment un peu un terme générique. Et j'aimerais beaucoup ça, que ce soit plus une plateforme avec les gens qui peuvent inspirer à leur tour d'autres personnes. Et donc, on a fait un recueil. C'est un recueil collectif, ça s'appelle Sur les routes de nos vies. C'est un livre qui a un beau pavé. Et en fait, c'est une 50aine d'histoires. C'est 50 auteurs qui viennent de tout le monde francophone, donc du Québec, d'Europe. Et en fait, ils ont tous une histoire différente sur le voyage ou la nature. Et je suis super fier d'eux parce que c'est vraiment un beau livre. Et surtout, vu que je pouvais pas deviner qu'il y aurait cette période de confinement où plus personne peut voyager, donc ça arrive à un moment où les gens peut-être ils veulent être inspirés pour leurs prochaines aventures qui sont un peu retardées. Et donc c'est ça, donc si les gens sont intéressés, ils peuvent aller, c'est recueil.maviehenvan.com et là tu peux l'acheter soit en copie physique, ou sur Amazon directement, ou en copie numérique. Je l'ai mis il est à genre 2,50$ en copie ou 3$ en copie numérique, donc c'est vraiment comme pour que le plus de gens puissent vraiment apprécier les 50 auteurs qui ont partagé leurs aventures avec nous. Et sinon, il y a toujours sur la chaîne YouTube, toujours les petites vidéos par-ci par-là. C'est un super beau projet, honnêtement. J'ai vraiment trouvé ça intéressant juste hier avec, je pense que c'est dans ta dernière vidéo ou l'autre d'avant là, où tu parlais, justement, tu donnais des petits exemples, puis je pense que prochainement, ça va être un achat pour nous pour passer un peu de temps de lire ces récits-là. Ça a l'air vraiment intéressant. Ouais.
Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les liens là, pour ta chaîne, puis les 2 livres, ton livre avec ton histoire personnelle, puis le recueil, je vais mettre ça dans la description de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Fait qu'un gros merci à toi, Florent. Oui, merci beaucoup. Puis on va espérer de se croiser prochainement. Merci à vous, c'était le fun. On se refait ça bientôt. Ah ben oui.